Et l'on reparle d'Edward Snowden. Les documents livrés par l'ex-agent de la NSA en 2013 n'ont pas livré tous leurs secrets. Des journalistes du Monde ont eu accès pendant quelques jours à l'ensemble de ces relevés d'interception. Au bout de ces analyses minutieuses, de nouvelles révélations. Pour en parler avec nous, Johan Tilwin du Monde Afrique et Jacques Folloroux du Service international du Monde. Alors Jacques, vous avez supervisé cette vaste et minutieuse enquête. En 2013, on se souvient que les documents Snowden avaient permis de révéler l'ampleur de la surveillance de masse pratiquée par la NSA. Alors qu'est-ce qu'on apprend de nouveau aujourd'hui grâce à ces documents ? Alors c'est vrai qu'en 2013 et 2014, l'essentiel des documents qu'on avait révélés, avec l'aide des personnes à qui Edward Snowden avait remis l'ensemble de ses archives, c'était que de voir que sur la base de la collecte massive de données qui aujourd'hui circulent par les câbles, par la fibre optique, on pensait que l'essentiel de l'espionnage et de la collecte des données personnelles se faisait par ce biais-là. Et là, donc en effet, en 2016, en travaillant pendant un certain nombre de jours sur l'ensemble des données des archives de Snowden, on s'est aperçu qu'un système qui paraissait ancien, dépassé, qui est la communication satellitaire, restait aujourd'hui central dans certaines régions du monde, pour des raisons généralement économiques et géographiques, c'est-à-dire que vous avez des zones de la planète qui ne sont pas raccordées justement à ces fameux câbles sous-marins. Et donc les communications personnelles, les communications en général, transitent encore par les satellites. Et les satellites transmettent le signal ensuite, le font redescendre sur des zones où justement les grands opérateurs ont disposé l'essentiel des nœuds de communication, des nœuds de circulation des données, qui se trouvent en l'occurrence beaucoup en France, en Belgique et en Suisse. Et donc ensuite ces données-là retournent dans les câbles. Mais il y a donc toute cette phase en amont où le satellite reste encore important. Et c'est un moyen pour les grandes agences de renseignement que sont la NSA pour les Américains et le GCHQ pour les Britanniques, un nœud important de captation de données. Il se trouve que l'Afrique a été particulièrement surveillée. Alors l'Afrique, en effet, l'Afrique est vraiment un merveilleux exemple parce que on a pu travailler donc, à l'échelle d'un continent. Donc on a vu que 20 pays faisaient l'objet d'une interception quotidienne très importante. On a des listes qui concernent des milliers de numéros de téléphone, d'adresses Internet, et qui concernent en effet essentiellement l'Afrique centrale. Et pour les raisons que j'ai expliquées, c'est-à-dire que ces zones de l'Afrique ne sont pas raccordées aux câbles sous-marins, et donc l'essentiel des communications transite en effet par les satellites. Johan, alors qui a été écouté en Afrique et pourquoi ? Alors, donc les données, elles portent sur une vingtaine de pays et elles ciblent d'abord prioritairement des chefs d'État. De pays qui sont soit alliés, soit au cœur de conflits ou d'enjeux régionaux. Donc on retrouve par exemple le chef de l'État du Kenya, ainsi que son Premier ministre, chef d'État de la RDC, de l'Angola, mais aussi du Togo et des premiers ministres de Guinée, etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en faisant le travail de vérification, on s'aperçoit que c'est les numéros de portable et pas les numéros des bureaux, les adresses mail personnelles, qui sont particulièrement ciblés. L'Afrique, entre 2009 et 2010, selon les documents qu'on a, en tout cas sur 20 pays, a été ciblée par une campagne d'interception massive. Et donc, c'est de l'espionnage. Et il y a des cas très concrets qui révèlent des ambitions de capter des négociations des négociations stratégiques pour établir la paix dans certaines régions ou des négociations diplomatiques. Voilà. Il y a également des ambassades françaises en Afrique qui ont été surveillées. Oui, on retrouve en fait dans les documents, dans les listings, on retrouve des intérêts français en Afrique. On voit que la Grande-Bretagne s'intéresse particulièrement à certains pays considérés comme précarés, en tout cas zone d'influence de la France en Afrique. On retrouve par exemple l'ambassade et l'ambassadeur de France à Kinshasa, à Niamey, ou dans d'autres pays de l'Afrique francophone, ce qui constitue diplomatiquement une atteinte à la souveraineté. Et on a l'impression également que Londres s'intéresse particulièrement aux affaires de la République démocratique du Congo. Dites-nous ce que vous avez découvert à ce sujet-là. En fait, en épluchant toutes ces données, la République démocratique du Congo apparaît comme véritablement un cas d'école. C'est là où on retrouve la plus grande étendue d'interception et de ciblage. Les données qu'on a consultées, elles datent de 2009 principalement. 2009, c'est une période charnière pour la RDC puisqu'il y a des négociations de paix pour
le conflit qui se déroule à l'est de la RDC. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que finalement, tous les acteurs du conflit sont ciblés et écoutés. Par exemple, du côté du pouvoir, on retrouve, outre le président, ses principaux conseillers économiques, vu que c'est une zone minière très importante, ses conseillers militaires, ses conseillers politiques, ses conseillers en termes de renseignement. Du côté des rebelles, on retrouve l'organigramme de pareil. Également les responsables du renseignement de ces groupes, les caciques, donc les dirigeants politiques et les dirigeants militaires de ces groupes. Finalement, on peut en déduire que voilà, les services secrets britanniques pouvaient suivre en temps réel les conversations de tous ces acteurs de premier plan de ces négociations. Vous avez fait part de vos révélations au gouvernement congolais. Comment a-t-il réagi? Alors, on n'a pas fait part des révélations, on a permis aux autorités congolaises de réagir, étant donné que le Congo était un cas emblématique de cette enquête. Le ministre de l'Information et porte-parole du gouvernement, donc Lambert Mende, a fait part de son étonnement. Il a qualifié ça d'un acte d'hostilité, d'une atteinte à la souveraineté évidente, et pour lui, ça lui rappelait le cas de Lumumba, qui est le premier chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, qui a été assassiné dans des conditions troubles, impliquant des services de renseignement étrangers. On peut savoir si ces écoutes continuent, persistent aujourd'hui? Ah oui, le renseignement fait partie, si vous voulez, aujourd'hui, joue un rôle très important dans le processus de décision des principales puissances de ce monde. C'est une composante essentielle, en tout cas pour les pays, de disposer de ces moyens techniques, de savoir ce que l'autre pense, de savoir quel est l'état de la réflexion, par exemple, avant une rencontre. Donc là, on est bien loin, si vous voulez, de la lutte contre le terrorisme. On est vraiment sur des luttes de pouvoir, des luttes d'influence, sur l'influence politique. Et le renseignement a, depuis toujours, depuis que le pouvoir existe, depuis que le pouvoir s'est structuré, a été une donnée importante justement des rapports de force et des luttes de pouvoir. Merci Jacques, merci Joanne pour cet éclairage et puis retrouvez en ligne d'autres articles consacrés à cette vaste enquête. À bientôt.